Patrick Roger, Cécile de Mélibus. 8h45, bienvenue, on vous l'a dit ce matin, enfin tous les matins, 8h45, on répond à vos questions, des questions santé que vous vous posez régulièrement et que vous postez sur notre groupe Solidarité Sud Radio Coronavirus, et on en parle ce matin avec Jean Sibilia. Bonjour. Bonjour. Doyen à la faculté de médecine de Strasbourg. Encore des questions pour vous ce matin. On revient sur la qualité de l'air, car moins de pollution. Est-ce que finalement les auditeurs se posent la question, est-ce que le fait d'avoir moins de pollution, ça peut avoir un impact positif sur les problèmes respiratoires liés au coronavirus ? Alors, il y a des hypothèses, je pense, intéressantes, montrant que en période de pic de pollution, mais c'est surtout les particules fines, je crois. Et malheureusement, dans cette période d'anticyclone, il y a quand même une densité de particules fines importante liée au chauffage en particulier, même s'il y a bien sûr moins de voitures. Donc, je suis pas sûr que la pollution, l'absence de pollution, la réduction de la pollution, qui est réelle et apparente, on a vu des images de satellites planétaires, mais les particules fines, il y a un certain nombre de choses, sont des facteurs aggravants. On pense que ces particules peuvent agréger le virus et permettre la pénétration du virus dans les voies bronchiques, dans les poumons. Bon, alors, c'est pas démontré, pas totalement démontré, mais il y a un certain nombre d'arguments, notamment régionaux, montrant que ce sont des régions, mais je pense que c'est une spéculation, ça mériterait d'être démontré. Par exemple, la Lombardie, vous voyez, qui est très industrialisée, voire l'Alsace, qui est une vallée où il y a une pollution particules fines qui est assez importante, même si Strasbourg est un des leaders de l'écologie, mais il y a quand même une pollution à particules fines. On pourrait imaginer que ça s'agrège, vous voyez, que les particules virales, les particules fines s'agrègent et que ça pénètre un peu plus dans le poumon. C'est une hypothèse qui est intéressante. Oui, est-ce que ça voudrait dire, Jean Sibilia, que le virus reste en vie, entre guillemets, en suspension dans l'air, alors ? Alors non, il ne reste pas. Il faudrait, il faudrait le pulvériser en réalité. Ça a été bien démontré. C'est-à-dire, il ne peut pas rester dans l'air s'il est projeté par des particules humaines. Ça, il tombe par terre et quelques heures après, il meurt. En revanche, si vous le pulvérisez avec un vaporisateur, comme ça se fait en réanimation, par exemple, vous savez, quand le malade est intubé, ventilé, vous aspirez, vous provoquez une sorte de nébulisation. Le terme exact est nébulisation. Dans une nébulisation, ça a été démontré dans un article scientifique, là, la particule peut rester quelques heures dans l'air, en flottant dans l'air. Mais c'est dans des zones confinées, dans des circonstances tout à fait particulières, pas du tout dans la rue, ou pas du tout dans un grand magasin, par exemple. Non, mais c'est important de le préciser, parce que, évidemment, sinon, on n'allait plus sortir de chez soi en se disant, oh là là, la moindre particule dans l'air, elle peut avoir le coronavirus, quoi. Non, et on a des questions d'auditeurs pour vous, Jean Sibilia, au 0826 300 300. François qui nous appelle de la Grande Motte. Bonjour François, bienvenue. Bonjour Cécile. Oui, j'avais une question à poser. Justement, là, je suis confiné depuis le 14. Dans ce qui représente, puisque je suis marchand, donc je suis commerçant sur les marchés, et donc ne faisant pas partie de l'alimentaire, nous avons été confinés, on n'a plus exercer notre métier, quoi, on ne peut plus avoir de revenus et tout ce qui suit. Moi, la question est la suivante. Je suis à la lettre donc concernant tout ce qui nous est dit par le gouvernement en sécurité, de respecter, d'avoir un masque. Je vous avouerai que j'ai un masque depuis plus de 2 semaines, quoi. Ça fera la 3e semaine que j'ai le même masque. Mais nous faisons des courses donc sur la grande route où il y a deux petites on pourrait appeler ça des grandes surfaces, mais c'est des mini surfaces où on se trouve, il n'y a pas 1 mètre ni 1,50 m d'espace entre chaque client. Alors j'aimerais savoir, je parle pas au point de vue caisse, je passe entre les rayons. Je voudrais poser la question à savoir si un risque y a-t-il, puisqu'on fait courir un risque pour nous-mêmes et ainsi pour les caissières qui sont en exercice et qui se donnent un mal fou, ainsi que tout le corps médical, savoir le risque qu'on encourt, quoi, s'il y a vraiment un danger, et le fait d'avoir toujours ce masque qu'on ne peut pas changer, puisque le gouvernement nous avait promis des masques et des tests, et après la reprise, donc quand je reprendrai les marchés, comment ça va se passer dans la mesure où on va être confronté à des clients avec cette crainte qu'il va y avoir au quotidien, quoi. Voilà la question. Merci de votre question, François. Ouais. Je vous en prie. Jean Sibilia. En fait, François, vous posez 2 questions. Vous posez une première question qui est une question fondamentale dans la période de confinement, c'est l'application des mesures barrières quand on est dans des lieux publics, notamment des supermarchés. Donc là, il y a plus de débat. Je veux dire, le civisme élémentaire, mais de tous, et c'est
quasi, certains l'ont dit, on le dit avec une petite note d'humour en 1er avril. Enfin, tout ce que je vous dis est vrai aujourd'hui, hein, donc je le précise quand même. Mais aujourd'hui, c'est criminel de ne pas respecter les mesures barrières dans un supermarché. Donc, les gens doivent respecter le 1,50 m entre les clients. C'est juste un geste citoyen. Donc, il faut respecter ça. Vous devez le respecter. Tout le monde doit le respecter. Si vous êtes à 1,50 m, vous êtes à distance des projections d'un éternuement ou d'une toux de quelqu'un qui pourrait être infecté. Mais attention, je le répète, on va le répéter encore une fois, 80% des contaminations se font par les mains et pas par la respiration. Donc le masque vous protège d'un certain nombre de choses, mais on l'a dit, le virus ne flotte pas dans l'air. Le masque protège des projections, de la toux, mais ne protège pas évidemment du contact et de la transmission par les mains. Donc vous allez toucher des choses, des surfaces plastiques, métalliques, cartonnées, sur lesquelles potentiellement il y a eu des projections virales, et on sait que ce virus peut résister quelques heures, quelques jours sur cette surface-là. Donc la règle encore plus importante que le masque peut-être, c'est dès que vous avez touché des surfaces communes qui ne sont pas les vôtres à la maison, que vous n'avez pas désinfecté, tout ce qui est bien commun, qui ne vous appartient pas, non désinfecté, nécessite que vous laviez les mains 5 fois, 10 fois, 15 fois par jour s'il faut, savon de Marseille, sans mauvais jeu de mots, savon de Marseille ou éventuellement gel hydroalcoolique, et avec ça vous serez protégé. Le masque n'est qu'une des protections, le plus important c'est la distance et se laver les mains, surtout quand vous avez touché des objets communs. Et merci beaucoup. Excusez-moi, oui, il y avait une deuxième question, Cécile. La question qui est très importante, qui est comment on va vivre le déconfinement. Donc là, vous posez une question qui préoccupe beaucoup tout le monde, hein, les scientifiques, les médecins, les politiques évidemment, les économistes et surtout les citoyens, tout le monde. Comment est-ce qu'on va sortir psychologiquement, physiquement, sur le plan de l'organisation du confinement? Où sera la crainte? Où seront les limites? Où seront les barrières? Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas répondre à ces questions-là. Je pense qu'à un moment donné, il faudra revivre. La vie doit reprendre. On est plus fort que le virus, donc la vie des hommes reprendront le dessus, et il faudra le faire avec de la résilience. C'est quelque chose que j'aime bien. C'est une façon claire de dire qu'on va revivre avec toutes les qualités qu'on a en luttant contre ce mauvais souvenir et en tirant les conséquences bien évidemment. Donc on verra comment ouvrir, comment déconfiner. Est-ce qu'on fera? Est-ce qu'il y aura des mesures intermédiaires? Est-ce qu'il faudra encore porter des masques? Il faudra certainement se laver les mains pendant un certain temps, mais ça c'est du bon sens quotidien. Ça devrait être tout le temps. Il faudra se laver les mains. Peut-être qu'il faudra encore porter des masques dans les réunions ou dans des endroits communs. On verra, on discutera de ça quand on aura tous les éléments qu'aujourd'hui nous n'avons pas. Allez, oui, voilà la réponse à François. Rapidement, Cécile, une autre question. Hein. Oui, on a une autre question de Claude qui nous appelle de Neuilly-sur-Seine. Bonjour Claude. Bonjour. Alors j'ai 2 petites questions à vous poser. Comment se fait-il qu'on nous dise bien sûr que les particuliers ne peuvent pas être testés? Parce que d'abord, il n'y en a pas assez, soi-disant, mais comment se fait-il qu'au centre du professeur Raoult à Marseille, il en teste 600 par jour? Comment fait-il pour avoir des tests? Parce que moi, ce que je me demande, c'est que est-ce qu'on ne va pas retomber comme en 40? Est-ce qu'on ne va pas faire une ligne de démarcation au centre de la France? On pourra aller se faire soigner dans le sud et dans le nord, on pourra crever. Et la deuxième... Alors, allez-y vite. La deuxième question, j'ai entendu hier un débat très intéressant, il y avait plusieurs professeurs qui n'étaient pas d'accord d'ailleurs, et ils ont parlé de ce fameux test clinique sur la chloroquine, sur le protocole soi-disant du professeur Raoult qui s'appelle Discovery. Mais la chose qu'on est en train de faire, d'après ce que j'ai compris, c'est qu'on est en train de tester seulement la chloroquine, mais pas avec le Zitromax. Oui, alors l'autre, donc on va tester un truc qui n'est pas le protocole du professeur Raoult. Donc je comprends pas bien. Ouais, non mais c'est pas faux. Alors là, on va peut-être pas refaire le débat parce que on a un autre invité aussi, mais juste à cette question pertinente, Claude, des tests au nord et pas de tests au nord pour l'instant et des tests au sud. Jean Sibilla. Alors, il n'y a pas, soyons moins carrés que ça, il n'y a pas de ligne de démarcation. Il y a des centres où, notamment l'IHU du professeur Raoult, où il y a des machines et de la technologie de biologie qui lui permet, en mobilisant cette technologie, qui est la technologie de recherche, d'en faire des tests diagnostiques PCR. En fait, c'est simplement un recyclage. Une machine recherche, une plateforme de génomique qui fait de la recherche, vous pouvez la transformer en plateforme de diagnostic et ça fait des PCR. Ça en fait d'ailleurs que 600 par jour, ce qui n'est pas beaucoup, hein. Sur des machines, des automates
national de ce type-là, on peut en faire plus, mais après il y a l'équipement et tout ça. Bref, ce centre peut faire 600. D'autres centres peuvent faire exactement la même chose. Après, c'est une stratégie qui doit répondre à une stratégie nationale de dépistage. Il faut quand même à un moment donné un chef dans le bateau qui dise, voilà, on dépiste à tel niveau, on dépiste telle population. Après, des initiatives personnelles, de groupes de biologistes ou d'un centre particulier qui fera peut-être un peu plus que les autres. Mais je pense qu'à un moment donné, très clairement, dans la stratégie de déconfinement, il y aura besoin d'une stratégie de dépistage avec 2 types de tests. Je crois que c'est important de bien l'expliquer. Des tests directs, on va chercher le virus avec les convions. Tests classiques là ou des tests un peu plus rapides qui existent, ou alors très important, la deuxième stratégie qu'il faudra utiliser, c'est rechercher dans le sang des gens des anticorps, ce qui permettra, qui a un immense avantage, vous dépisterez tous les gens qui ont vu le virus, qu'ils aient été malades préalablement ou pas. Et ça, c'est très important d'avoir ce chiffre-là. Ça, c'est vrai. Et ça, Jean Similia, je vous propose d'y revenir demain, peut-être parce que c'est intéressant. On l'a évoqué déjà avant-hier sur la sérologie, mais on y reviendra parce que nous avons un autre invité sur le plan médical, Cécile, avec vous. Oui, on a le docteur Gabriel Garcia, radiologue imagerie oncologie, membre de la Société française de radiologie à l'hôpital Gustave Rousset de Villejuif, qui est en ligne avec nous ce matin. Bonjour. Oui, bonjour. Les hôpitaux ont de plus en plus recours au scanner pour détecter la présence du coronavirus chez une personne, et on parle d'un taux de fiabilité qui est proche des 90%. Et pourquoi on l'utilise pas plus ? Alors, vous avez raison, le scanner permet de visualiser les lésions sur le poumon qui peuvent être liées au virus, pas de détecter le virus lui-même. Donc, le test de référence pour détecter le virus reste ce dont parlait le professeur Sibilia juste avant, l'écouvillonnage avec la détection par PCR du virus. Mais, dans certains cas, cette technique peut être prise en défaut et peut être rattrapée par le fait que l'on trouve des lésions sur les scanners des patients qui évoquent la présence du virus. Alors, on ne fait pas ça à tous les patients, on fait ça à certains types de patients. D'abord, les patients qui présentent des symptômes et des signes de gravité. C'est important de dire que seuls les patients qui ont des signes de gravité, c'est-à-dire des difficultés respiratoires, des anomalies qui justifient qu'on les hospitalise, pour lesquels on peut faire un scanner. Il y a un autre type de patients pour lequel on peut faire un scanner. Ce sont des patients qui ont des symptômes, pour lesquels on n'arrive pas à prouver qu'ils ont le virus, mais qui sont fragiles, pour lesquels on est inquiet. Et pour ces patients-là, on peut essayer de trouver ces lésions sur le scanner. Oui. Et il y a l'intelligence artificielle qui permettra assez vite peut-être d'aller plus rapidement. Alors, l'intelligence artificielle, oui, c'est une belle promesse d'avenir, l'intelligence artificielle. C'est quelque chose qui permettra d'analyser plus en profondeur et avec peut-être plus d'efficacité les scanners. Ceci remplacera jamais, malheureusement ou heureusement, l'œil du radiologue et sa validation, mais ça permet peut-être d'être un peu plus efficace. Et j'aimerais dire à ce sujet que à Gustave Roussy, là où je travaille par exemple, on a des patients qui sont fragiles et qui sont porteurs de maladies chroniques. Et on sent chez eux une certaine inquiétude en ce moment. Ces patients voient que tout le système de soins est orienté vers la lutte contre le coronavirus. Mais je voulais leur dire que on est encore et plus que jamais attentif à leur spécificité et qu'il ne faut pas qu'ils s'inquiètent outre mesure. On met à leur service les techniques les plus en pointe, comme l'intelligence artificielle par exemple, pour les prendre en charge. Merci, docteur Gabriel Garcia, radiologue donc et à l'hôpital Gustave Roussy de Villejuif, et donc l'intelligence artificielle va permettre d'aller un petit peu plus vite, mais il faut encore attendre un petit peu, même s'il y a progressivement un autre déploiement. Et c'est vrai qu'on n'oublie pas non plus, même s'il y a le coronavirus, les autres malades.